Alors, comme on vient de le voir, docteur Bessem Kamar, le Parlement, très jeune, un nouveau Parlement qui n'a pas encore un mois, Tout a à fait. commencé dans sa première semaine de travail à convoquer le chef du gouvernement et à la suite, tous les ministres seront convoqués. Est-ce que cette procédure, d'abord, est une procédure normale? Ah oui, tout à fait. Donc, le Premier ministre se doit de donner un compte rendu de ce qu'il a accompli et d'avoir l'aval du nouveau Parlement pour la continuité du plan qu'ils ont commencé en 2018 et qu'ils veulent mener jusqu'en 2022, au cas où il y aurait des commentaires ou des directives, des corrections à entreprendre. Donc, je pense que c'était un débat qui était très franc et qui était très informatif également pour, donc, comme vous l'avez dit, le Parlement relativement jeune. Mhm. Ben, justement, on voudrait parler plus en détail de ce communiqué qu'a livré le Premier ministre hier lors de cette séance plénière. Ben, vous savez, je pense que le Premier ministre a commencé déjà par expliquer la situation de sécurité dans laquelle le pays jouit actuellement. Si on remonte un petit peu en arrière, on a vécu une période d'instabilité, d'insécurité qui était la préoccupation principale peut-être du peuple, même plus que l'économie. Donc, il y avait ça. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau interne, la police a sous contrôle la situation et je pense que les citoyens égyptiens peuvent circuler en toute sécurité. Il y a ce sentiment que même les touristes, au fait, reconnaissent toujours quand tu es en Égypte et disent on marche dans la rue, on a cette sensation de sécurité. Heureusement, tout ça, ça a été rétabli. Mais également, je trouve que ce qui a été fait au niveau, on va dire, sécurité nationale, externe, le développement des armées. Et il faut dire en fait que si on a des fonds, des revenus très élevés, c'est pas un problème, on peut acheter des armes. Mais en étant déjà, en partant d'une dette très élevée, faisons en sorte que la dette baisse et en même temps, on arrive à renforcer l'armée à des niveaux qui sont vraiment assez impressionnants pour la région et démontrer, parce que vous savez, quand l'armée égyptienne n'est pas au sommet, il y a d'autres puissances dans la région qui se disent bon, ben, il y a peut-être un vide à combler, et donc il y a chacun un petit peu a des envies de grandeur, et donc récupérer cette position militaire importante dans la région remet un petit peu chacun à sa place et démontre que l'Égypte reste quand même le pays le plus, on va dire, puissant, on va dire, le maître de son destin dans la région. C'est important, très important. D'accord. Quels sont les autres points importants que le Premier ministre a abordés hier? Vous savez, sur le plan aussi des réformes, depuis de très très longues années, et le Premier ministre a souligné que certains dossiers remontent à 50 ans, l'infrastructure en Égypte était en très forte détérioration. Les routes étaient engorgées, c'était très difficile de circuler. Ce qui a été décidé et ce qui a été entrepris et mené à bien jusqu'à maintenant est réellement visible. On peut voir des routes qui ont été développées sur tout le pays. Moi, j'ai eu la chance de conduire du Caire jusqu'à Luxor et puis à la mer Rouge et revenir jusqu'à Urada, tout en conduisant. Et je trouvais que les routes étaient magnifiques, qu'il y avait l'infrastructure nécessaire, qu'il y avait du support tout au long de la route, qu'il y avait une sécurité partout où je suis allé. Donc ça aide au transport des biens, des marchandises et des personnes, et sa circulation était très primordiale. Mais également donc la construction de nouvelles cités, des nouvelles, on va dire, capitales dans chacun des gouvernorats pour moderniser le pays. Rien que la nouvelle capitale, donc le Caire lui-même, était en train de vieillir. Rénover tout le Caire était très difficile. On ne va quand même pas élargir les routes et repousser les immeubles. C'est pas évident. Et donc, penser à faire une nouvelle capitale moderne qui reflète l'image de l'Égypte aujourd'hui et dans les années à venir, c'était aussi une grande décision à prendre. Il faut financer tout cela. Il faut pas le faire à moitié, il faut le faire très bien pour donner la vraie image qu'on a envie de donner. Et donc, je pense qu'au niveau infrastructure en général, routière et autres, et développement des cités, ce qui a été fait est très très bien, mais surtout sur le côté énergie, la production d'énergie en Égypte, notamment l'énergie renouvelable. Ça, c'est un énorme pas en avant. Je reviens quelques années en arrière, pareil, lorsque le gouvernement a été mis en place, et le gouvernement qui était également avant lui, il y avait des problèmes d'électricité. On avait des coupures de courant pendant la journée qui perturbaient
la production, l'industrie qui perturbait tout. Et du coup, donc, avoir pris la décision d'élargir le champ de production énergétique aux énergies renouvelables, le parc solaire de Binban, près de Assouan, les éoliennes tout au long de la mer Rouge, la production de gaz qui a été donc des explorations et on a transformé tout ça pour amener le gaz naturel à toute l'Égypte et à exporter également l'énergie. Je pense que ça aussi, c'était une transformation qui était très, très, très pertinente et on doit saluer le gouvernement pour l'effort qui a été fait. Et quels sont les défis auxquels fait face aujourd'hui le gouvernement, selon toujours le Premier ministre? Vous savez déjà, il y a deux défis principaux. Un qui est, on va dire, qui depuis très longtemps, c'est l'explosion démographique. Donc, l'Égypte croît en termes de population d'environ 2,5 à 3 millions par an. Ce sont des besoins énormes auxquels le pays, le gouvernement, doit faire face à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'infrastructure, des logements. C'est un défi, et c'est un défi qui date depuis très longtemps. Et des mesures ont été prises, d'autres doivent peut-être continuer à être développées pour augmenter, on va dire, éduquer les gens, leur faire comprendre l'importance d'avoir une petite famille pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins bien comme il faut, leur donner tout ce dont ils ont besoin, bien les éduquer. Donc ça, c'est important, le travail, on va dire, psychologique. Ça a été fait, je me souviens quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, il y avait des campagnes. Et c'était efficace, hein? Et c'était efficace, absolument, c'était efficace. Et on parlait aux gens où ils étaient dans leur langage. Il fallait qu'ils comprennent. À la campagne. Absolument. Et donc ça, c'est important de continuer et de sensibiliser les gens, de leur faire comprendre que pour le pays, c'est important, pour eux, c'est important, pour tout le monde. Donc ça, c'est un champ qui continue à être un peu un challenge ou un défi. Et après, il y a le problème de Covid, qui était complètement inattendu, qui a frappé le monde entier. On parle de pertes colossales au niveau économique pour le monde. Mais là aussi, il faut vraiment, vraiment, vraiment saluer le fait que l'Égypte est un des rares pays dans le monde qui continue à croître de manière positive. Ce sont des choix qui ont été faits. Ce n'est pas par hasard. Au moment où la plupart des pays du monde ont fermé leur économie complètement et que du coup, ils en ont souffert au niveau de pauvreté, au niveau de chômage et autres, l'Égypte a fait le choix d'avoir une approche beaucoup plus modérée en disant on ne ferme pas l'économie à moins qu'on en ait absolument besoin, car la majorité des ménages sortent travailler chaque jour, ramener un revenu chaque jour à leur famille, à leur ménage, et on ne peut pas les priver de ça. Ils n'ont pas d'autre choix. Et du coup, donc, il y avait ce choix entre est-ce qu'on sacrifie, on va dire, la santé, mais ça n'a pas été le cas, parce que ça a été dosé. On regarde, on explore. Est-ce que les problèmes de Covid, de contamination, de contagion, de décès ou d'admission aux hôpitaux explosent ou est-ce qu'elles sont sous contrôle? Comment on peut faire pour soigner les gens à domicile pour ne pas qu'ils doivent engorger les hôpitaux? Donc ça a été fait de manière relativement intéressante. Et là aussi, il faut dire que le contrôle logistique qu'a l'armée en pouvant accéder à n'importe quel endroit dans le pays très rapidement, apporter ce qu'il faut en matières premières, en nourriture, en produits médicaux, en soutien. Donc il y a eu ça, il y a eu un développement, une production, on va dire, par l'armée et les compagnies privées et publiques, des matières nécessaires à contenir la pandémie, hein, les masques et autres, tout ça, ça a été produit à très grande échelle. Hein, déjà, d'ailleurs, on en a envoyé en cadeau à beaucoup de pays parce qu'on avait une surproduction. Donc je pense que la manière dont ça a été géré montrait aussi une certaine sagesse. On ne panique pas, on ne prend pas de décisions hâtives. En dose, chaque jour, on vérifie, réunion continue, ministre de la Santé a fait un travail formidable pour justement juger à juste titre où on est et pouvoir donc prendre les décisions économiques qui vont avec, et ça a payé. Bon, outre que nous avons marqué quand même une croissance positive avec ce Covid-19, mais on remarque aussi une différence énorme entre cette crise. Comment est-ce qu'elle a pu affecter le continent européen, par exemple, et le continent africain? Un paradoxe, un grand paradoxe et une agréable surprise, bien entendu, pour l'Afrique. Mais comment expliquez-vous cela? Vous savez, c'est très étrange. Mais moi, je regarde un petit peu l'évolution de la pandémie en Europe pendant l'été.
les gens sortaient, on était à la plage, moi j'étais en Europe à l'époque, il n'y avait pas de confinement, on sortait dans les restaurants, dans les pubs, il n'y avait pas de confinement. Et les nombres de contamination, d'admission aux hôpitaux étaient très, très, très faibles. Donc moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais je me demande, est-ce que la température joue un rôle? Est-ce que quand il fait froid, le virus se propage plus vite? J'aurais tendance à dire oui, ne serait-ce que par rapport à l'Europe. Et quand on est revenu dans la saison d'automne, où il commence à faire plus froid, on a vu que les chiffres augmentent dramatiquement. Et que peut-être parce qu'en Afrique, il fait plus chaud, le continent a été épargné, donc on croise les doigts. Mais honnêtement, je ne suis pas médecin pour savoir, mais j'analyse, je me dis, peut-être que c'est juste la température, la chaleur, qui a fait en sorte que, et peut-être aussi les habitudes des gens, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une distanciation sociale en Égypte plus importante qu'en Europe, honnêtement, je ne pense pas que ça a été le cas, mais non, c'est comme vous le dites, une très agréable surprise, tant mieux pourvu que ça dure. Bien sûr. Bon, et comment le gouvernement va se préparer ou se prépare actuellement à cette deuxième vague du Covid en Égypte? Vous savez, les chiffres avaient très fortement augmenté jusqu'à la semaine dernière, en fait. Et ça devenait assez alarmant. Depuis quelques jours, les chiffres baissent. Ce que je pense qui est en train d'être fait, c'est localiser les pôles ou les concentrations de contamination et d'aller traiter très rapidement à domicile, avant que le besoin d'aller à l'hôpital ne soit là. Et on a vu dans plusieurs statistiques, encore une fois, je ne suis pas vraiment expert dans le domaine, mais ce que je comprends, c'est que le taux de décès est de 2%. Le taux de besoin d'hospitalisation dans des hôpitaux, dans les services de réanimation, est relativement faible. Et ça n'a jamais été saturé en Égypte. On a vu, donc même aujourd'hui dans d'autres pays, ils sont en train encore d'augmenter des lits d'hôpitaux parce qu'ils n'ont pas la capacité. Mais on n'a pas eu l'impression qu'en Égypte, on a atteint un niveau de saturation. Et du coup, traiter à la maison, avec l'oxygène, avec tout le reste, apporter le matériel nécessaire. Et je pense que c'est une leçon qu'on a probablement appris sur la Chine, qui, elle a connu la pandémie en premier et qui l'a endiguée assez rapidement. C'est qu'au lieu d'emmener les gens aux hôpitaux, aller aux gens chez eux. La plupart passent à travers la maladie assez rapidement. On a beaucoup de joueurs de foot et de sportifs, le président Macron ou autres, Trump, qui ont eu la maladie au bout de quelques jours. Voilà, c'est-à-dire Prince Albert de Monaco, il y en a eu beaucoup. Et ils sont passés à travers, donc ce n'est pas fatal immédiatement. Et du coup, traitant les gens en fonction de leurs réels besoins, ayant la capacité de les traiter à domicile pour pas qu'on ait besoin d'engorger les hôpitaux inutilement ou d'exposer aussi le corps médical inutilement à des contaminations inutiles et gérant tout le long. Et peut-être que chaque fois qu'on va avoir une vague de froid, on va avoir un nombre qui augmente, la température se réchauffe un petit peu. Donc, je pense que on navigue à vue, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Bon, et où en est-on actuellement avec le vaccin? Des pays ont commencé à vacciner férocement et d'autres pays sont en cours, d'autres commencent. Nous, on a commencé également en Égypte. Mais est-ce que vous pensez que le vaccin soit une solution drastique face à ce Covid-19 ou bien il subit lui-même une mutation? Il est tout à fait possible qu'il subisse une mutation. En fait, on a déjà vu avant le vaccin des mutations. On en a parlé. Il y a des personnes qui ont été contaminées à plusieurs reprises avec différentes variantes. Donc le vaccin va traiter laquelle, toutes ou pas? Une question qui se pose, est-ce qu'on a le recul nécessaire pour connaître les effets secondaires des vaccins ou pas? C'est une question que se posent beaucoup de personnes. Moi qui ai vécu en France, donc je sais qu'en France, on est un petit peu phobique par rapport à être vacciné comme ça très, très rapidement. On ne sait pas quels sont les avantages et inconvénients de chacun des vaccins, l'américain ou le suisse, le chinois. Donc c'est quand même un petit peu un flou. Et en plus de tout ça, l'acheminement des vaccins dans les meilleures conditions à toute la population et pouvoir leur administrer les vaccins en temps voulu, ce n'est pas évident. C'est une logistique assez lourde et compliquée. On voit que beaucoup de pays, malheureusement, encore une fois, les pays les plus pauvres,
qui ont ce manque d'organisation et de structures capables de s'approprier les vaccins et de les administrer dans les meilleures conditions, peut-être vont être ceux qui vont en pâtir le plus et qui n'auront pas accès à être vaccinés, alors que ça peut être eux les plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas les structures de soins nécessaires. Donc le problème du virus en lui-même en est un. Le problème de l'administration, du vaccin et de tout ce qui l'entoure en est une autre. Et pareil, comme je pense que ça a déjà été le cas en Égypte, il faut juste prendre ses précautions et aller lentement et le donner certainement aux personnes les plus concernées, ceux qui sont les plus touchés, les plus vulnérables, mais ne pas se lancer trop vite dans quelque chose. Je pense que... Bon, il est sûr que le Covid-19 a bouleversé l'économie dans le monde. Certains pays l'ont subi grièvement et d'autres un peu moins, mais c'est sûr aussi que ça a changé les poids économiques dans le monde. Quelle est cette situation aujourd'hui? Vous savez, les pays qui ont le plus, on va dire, eu recours au confinement total ont connu un ralentissement économique très fort. Les séquelles sociales vont avoir des répercussions de long terme encore plus dévastatrices peut-être que la maladie elle-même. On vient de dire que beaucoup de personnes ont été contaminées, des joueurs et autres, et ils sont passés à travers. C'est un très fort rhume qui a duré une semaine. Mais ceux qui ont perdu leur emploi et qui ne pourront pas le récupérer prochainement et qui ne pourront pas subvenir aux besoins de leur famille, psychologiquement et socialement, c'est très 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 compliqué. L'endettement des gouvernements pour pouvoir subvenir aux besoins de la population et de faire face aux compagnies qui sont en faillite et tout ça, ce sont des sommes colossales, des centaines de milliards et de milliards. Et le seul moyen de rembourser une dette, c'est d'augmenter les impôts. Il n'y a pas 30 solutions. Et du coup, on va rentrer dans une nouvelle ère de surendettement des États, de besoin d'augmenter les impôts, ce qui va être encore plus contraignant pour les ménages. Donc on n'est pas sorti là, on est encore dans le virus et dans le vaccin, mais les répercussions économiques sont très 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 lourdes de conséquences sur le moyen long terme. Parlant de dette, je voudrais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit que les dettes de l'Égypte avaient baissé alors qu'il y a eu de très grandes dépenses pour les importants projets de développement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Surtout que les dépenses étaient vraiment énormes. Oui, tout à fait. Vous savez, ça c'est le peuple égyptien, il est vraiment incroyable. C'est dans les moments de difficulté, quand le président a pris le pouvoir en 2014 et qu'il a fait appel au peuple, à la consolidation, voilà, venez aider dans les fonds qui ont été mis en place pour pouvoir attirer les épargnes. Et je pense qu'on a tous vu que tout le monde, les plus riches et les plus pauvres aussi, chacun a contribué à son niveau. Ça, c'était énorme. Mais également, il y a les pays amis, alliés, les pays arabes, entre autres, ont contribué significativement à un soutien financier sans contrepartie, au fait, à l'Égypte, qui a permis une bonne gestion, on va dire. Donc ça, c'était un deuxième point. Le troisième point, c'est sur deux plans. Il y a eu une réforme des dépenses très importante. Il y a eu la coupe des subventions, notamment les subventions pour l'essence, qui a payé énormément sur le budget de l'État. Donc ça a allégé les dépenses significativement. Et sur le côté revenu, sans augmenter les impôts, mais avoir une collection des impôts plus efficace et combattre l'évasion fiscale, a contribué à augmenter les recettes. Donc vous voyez, c'était vraiment multidimensionnel. Et chaque ministre, et je les salue très fortement, a vraiment bien joué son rôle. Chacun d'eux, c'est comme si on avait vraiment une nouvelle ère dans laquelle c'est plus comme chaque ministre veut aider le pays au mieux qu'il peut, veut mettre en place les meilleures politiques qui soient. Ils savent qu'ils ont un leadership qui est très demandant, et donc ils ne peuvent pas ne pas être à la hauteur. Et du coup, je pense que le travail qui a été fait à beaucoup de niveaux, il y a beaucoup à faire encore, hein, donc on n'est pas en train de dire que tout a été, mais ce qui a été fait déjà, c'est pas mal du tout. La dette ayant baissé en ayant augmenté les dépenses en infrastructure de cette manière-là,
en ayant continué à avoir une économie qui croît malgré une pandémie mondiale. Donc tout ça, ce sont des côtés vraiment qui sont assez impressionnants. Et est-ce que le Premier ministre a parlé du plan à venir du gouvernement? Oui, je pense que la continuité du plan déjà qui est mis en place est très important. Je pense 2022. que jusqu'en 2022 et même donc pour ce gouvernement ou les gouvernements qui vont venir après, parce que je pense qu'il y a une ligne directrice jusqu'en 2030. Que c'est les projets de redressement d'un pays ne peuvent pas être de court terme, hein, ce sont des projets de long terme. Donc il y a une vision 2030 à laquelle on doit aboutir. Mais peut-être une des priorités, après avoir réglé le problème de l'électricité et de l'énergie, c'est la production de l'eau. Donc on parle beaucoup des problèmes d'eau. Hein. On connaît le conflit qui émane de l'Éthiopie et du barrage qui va être construit de la Renaissance. Donc je pense que trouver des sources d'eau potable pour l'Égypte, ce n'est pas compliqué. On a des mers, on peut faire de la désalination, on a des nappes phréatiques, on peut extraire de l'eau. Et du coup, c'est une question de coût. Donc il faut essayer de faire des partenariats publics-privés dans lesquels le gouvernement invite le secteur privé à venir contribuer à ce développement du secteur. Il faut rationaliser l'utilisation de l'eau. Dans l'agriculture, dans l'irrigation, il y a beaucoup de pertes, donc ce n'est pas utilisé efficacement. Donc chaque goutte d'eau compte. Il faudrait, en plusieurs niveaux, introduire de nouvelles technologies, mais également éduquer, apprendre aux paysans et aux agriculteurs comment utiliser l'eau de manière rationnelle et efficace. Et après que toute la chaîne agroalimentaire soit développée, l'Égypte est un pays producteur de fruits et légumes depuis de très longues années, donc il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas un essor dans le domaine. Je pense que sur ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis continuer le développement des cités, parce que comme on a commencé avec la nouvelle capitale, maintenant il faudrait passer à la deuxième étape, donc aller dans la nouvelle capitale, donc physiquement bouger dans la nouvelle capitale, investir les nouveaux locaux des nouveaux ministères et en même temps travailler sur la digitalisation, on va dire, de l'économie et du gouvernement, donc passer vraiment un cap. Ça, c'est un des avantages comparatifs, on va dire, du Covid-19, qui maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Ça y est, on est dans un monde digital et on doit y aller à fond. Et je pense que le gouvernement a un plan assez clair pour ce développement. Et ça tombe bien, parce qu'avec la nouvelle capitale, il y a un nouveau système de fonctionnement, il y a une nouvelle modernité qui s'apporte. Et donc, il y a pareil un nouveau niveau, on va dire, des fonctionnaires publics qui vont être au niveau de cette nouvelle infrastructure et ce nouveau développement digital pour, on va dire, rehausser un petit peu le niveau du secteur public et du service public en général. Donc, il y a aussi ça, c'est un chantier important à mener. Ben, justement, cette transformation digitale, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'elle va changer dans l'économie. Ah, c'est énormément de choses. Vous savez, rien que les habitudes des ménages pendant le Covid, en augmentant le commerce en ligne, on commande en ligne. Avant, on avait l'habitude de sortir dans les malls et on fait notre shopping, on achète ce qu'on veut. Là, on est chez soi et on commande. Ça, c'est énorme. Et mais est-ce que, justement, ce commerce en ligne, est-ce qu'il est contrôlé? Oui. Donc il y a deux niveaux. Hein. Donc il y a le commerce qui est contrôlé, c'est-à-dire toutes les plateformes sur lesquelles on peut commander automatiquement. Donc ça, c'est contrôlé. Et puis il y a le secteur informel, qui a des avantages et inconvénients. Vous savez, quand on est un ménage, quand on est une femme au foyer et qu'on veut augmenter son revenu et qu'on peut faire des plats ou des pâtisseries qui sont super bonnes d'ailleurs, mais qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas une structure légale, une entité légale, mais j'ai un revenu. C'est déjà pas mal. Je peux nourrir mes enfants, je peux subvenir à ma famille en faisant un travail décent. Très récemment, je pense qu'il doit y avoir une semaine ou 10 jours maximum, le ministre des Finances a fait une nouvelle proposition pour le secteur informel en leur demandant, s'ils veulent devenir informels, que le taux de taxation dans les petites entreprises individuelles ou les toutes petites structures ont peur. Je vais commencer à payer des impôts, qu'est-ce que ça va être? Il a simplifié tout ça, il a dit un montant fixe par an, minimal, 2500 livres pour des ventes que, on va dire, la plupart de ces petites structures ne vont jamais atteindre, juste pour les inciter à devenir formels. Et ce montant, il doit être payé à qui?
Au ministère de Au ministère des Finances. Donc ça va être une forme d'impôt. Ah, au ministère des Finances. Oui, oui, donc c'est un impôt. C'est un impôt qui est annuel. On ne leur demande pas des reçus ou de déclarer. Chacun de vous est maître on va dire, de sa conscience. On ne vous demande pas trop de complications. Juste devenez formel, faites les papiers basiques pour dire je fais tel business. La plupart d'entre eux vendent sur Facebook, en fait, ou les plateformes sociales diverses, peu importe. Et donc, ils proposent leurs biens, leurs marchandises, leurs produits. Ils vendent. Jusqu'à maintenant, ils sont informels, mais ils ont un revenu, ce qui est très bien. Après, ils ont le revenu, ils consomment, ça contribue au développement économique. Et c'est une forme de digitalisation, on parle du scène digital. Et donc, les gens ont apprivoisé ça. Je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? Bon, moi, je vais produire quelque chose et je vais la proposer à la vente et ça marche. Maintenant, ils vont devenir formels, ce qui va leur donner aussi des droits. C'est pas qu'ils vont payer des impôts et c'est tout. C'est que maintenant, ils vont avoir une sécurité sociale, une couverture sociale. C'est déjà pas mal. Ils peuvent avoir, donc, si jamais ils travaillent chez quelqu'un, ils ont une sécurité d'emploi. Il y a un employé, il n'a pas peur que demain, le patron lui dit, bon, voilà, c'est informel, donc tu t'en vas. Donc c'est une manière de réformer un petit peu le système en se basant sur justement les nouvelles technologies et ce nouveau mode de fonctionnement, on va dire, que la digitalisation nous apporte. Et ça augmente le revenu des ménages. C'est une nouvelle source de revenus pour beaucoup de gens. C'est parfait. Et est-ce que les procédures sont faciles? Très facile. Là, ça a été, pour une fois, très simplifié. Très simplifié. Donc, il y a au ministère, c'est plus le ministère maintenant, mais à l'Institut en charge de l'investissement. Donc, ils peuvent aller juste faire une déclaration d'activité, on va dire. Voilà, d'activité. Voilà, je suis en train d'entreprendre telle activité. Voilà, c'est en nom propre. Donc, c'est pas une structure très compliquée. C'est une manière de leur dire, écoutez, on sait que vous faites ce type de business, on sait que vous... Voilà, parce que c'est quand même pas visible. On peut rentrer sur Facebook et on voit ce que vous faites. Donc, soyez légal. Sortez de l'informalité vers la formalité. Ça va vous donner des droits. Ça vous permettra d'aller à la banque faire un crédit, augmenter un petit peu vos affaires. Donc, c'est bien pour tout le monde, je pense. C'est parfait. Donc, ouais. Bon, parlant d'investissement, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Manchout, a annoncé que l'Égypte était la première destination des investissements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, dans les pays du sud de l'Est et de la Méditerranée, dont l'Égypte, bien entendu. Voyons ensemble. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Manchout, a annoncé que l'Égypte était la première destination des investissements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, notamment l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Cisjordanie et Gaza, représentant plus de 1 milliard d'euros sur les 2 milliards et 13 millions d'euros du financement total du développement fourni aux pays CEMED, dont 48 projets et à travers la région. Alors que les répercussions de la pandémie du Covid-19 ont conduit à une baisse des gains de développement à l'échelle mondiale, elles ont également démontré que des interventions multisectorielles et collaboratives extraordinaires sont possibles, selon Mme El-Manchout. Ces interventions sont attestées par le partenariat de l'Égypte avec la BERD, qui a joué un rôle indispensable pour mieux reconstruire afin de relever les défis importants à court et à long terme, tels que le chômage et le changement climatique. Pour relancer l'économie pendant la pandémie, la BERD a fourni 784 millions d'euros de lignes de liquidité aux banques locales pour les retrocéder aux petites et moyennes entreprises afin de protéger les emplois et d'aider les entreprises à redémarrer et à se remodeler pendant la phase de reprise. En octobre 2020, Al-Manchout a participé aux réunions annuelles de la BERD pour définir la stratégie de la banque pour les 5 prochaines années, qui vise à renforcer une économie résiliente en accélérant les investissements verts, alors que la BERD est sur le point de devenir une banque verte majoritaire d'ici 2025 et porter le financement vert à au moins 50% de son financement total d'ici 2025.
Alors, parlez-nous tout d'abord de la BERD. Qu'est-ce que la BERD exactement et quels sont ses projets d'investissement en Méditerranée? En fait, la Banque européenne a été créée dans le début des années 90 pour mener à bien la transition des pays d'Europe de l'Est vers une économie du marché. Donc c'était ça un peu l'objectif. Et elle avait une durée de vie relativement définie, qu'on va aider à la transition. Ces pays-là vont devenir des économies de marché comme la France, l'Allemagne, l'Italie et autres. Ils vont intégrer l'Union européenne. Et puis la BERD pourra s'en aller. Mais l'accumulation d'expérience et d'expertise pendant ces années-là a été très importante. Et du coup, donc, quand le printemps arabe a eu lieu, la banque, donc l'Union européenne, les partenaires, les États-Unis, donc tous les pays qui ont construit la BERD, ont jugé intéressant de transmettre l'expérience qui a été acquise dans les pays de l'Est pour les pays méditerranéens. Et donc tous les pays, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Liban, la Jordanie, la Palestine, sont devenus membres de la BERD. Et on va dire, le côté le plus important de la BERD, c'est investir dans le secteur privé. Ce n'est pas prêter au gouvernement, même si la BERD prête au gouvernement lorsqu'il y a un besoin qui va aider le secteur privé. Donc ce n'est pas pour prêter au gouvernement tout simplement, c'est si ça peut débloquer l'investissement pour le secteur privé. Et après, ils ont des objectifs relativement clairs, donc une transformation ou une croissance économique axée sur le développement durable, donc une croissance verte, comme la BERD veut bien l'appeler, une croissance inclusive très importante, création d'emplois pour les jeunes, intégration de la femme dans toutes les sphères du marché du travail, comme employée, comme chef d'entreprise, donc le renforcement du rôle de la femme dans le monde de l'investissement à très grande échelle, augmenter la compétitivité des pays dans lesquels la BERD intervient, l'intégration régionale de ces pays et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Donc vous voyez, ce sont des valeurs très saines de développement durable. C'est principalement ça. Et du coup, donc, quand ils investissent, pas seulement ils donnent des crédits aux investisseurs, notamment des crédits qui ne vont pas venir, on va dire, faire une concurrence aux banques locales. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est des structures de financement qui n'existent pas dans le marché, à long terme, par exemple, dans des devises étrangères, d'autres structures de financement qui pourraient être utiles. Et comme ce n'est pas une banque qui cherche à faire du profit, ils investissent le profit qu'ils font pour aider l'investisseur avec des experts internationaux ou locaux à comment développer son entreprise de la meilleure manière. Il va avoir un accès international au marché, il va avoir des experts internationaux qui vont lui dire comment faire son marketing, comment changer la structure de comptabilité. Donc c'est vraiment une banque qui cherche à développer le secteur privé dans le pays. Et comment expliquez-vous que la Méditerranée soit aujourd'hui la première destination de la BERD? Vous savez, donc, comme le travail de la BERD a été très efficace dans les pays d'Europe de l'Est, une bonne partie, ce qu'on appelle, ont gradué. Ils ne sont plus membres de la BERD. Ils ont atteint un niveau de développement de leur marché qui fait qu'ils sont autonomes, qu'ils n'ont plus besoin de la BERD. Et donc, il y a beaucoup de pays qui sont en train de sortir de la BERD. Et du coup, donc, ceux qui ont le plus besoin de l'aide de la BERD et ceux dont les marchés peuvent encore continuer à absorber de grandes quantités d'investissement. La BERD a un budget de 11 milliards d'investissements par an. La Turquie, cette année, a eu une part de l'investissement, mais l'Égypte reste, on va dire, le grand pays. C'est un grand pays qui a beaucoup de besoins actuellement. Et puis, il y a l'ambition de la BERD de s'étendre à d'autres pays, éventuellement en Afrique, pour continuer à apporter son savoir-faire et à continuer à développer les marchés privés dans tous les pays. Et d'un autre côté, on a aussi les investissements étrangers qui ont considérablement augmenté en Égypte durant les quelques dernières années. C'est vrai, surtout dans le secteur du pétrole et du gaz, principalement ça qui a attiré. Mais vous savez, comme il y avait une certaine incertitude au niveau économique, on avait le taux de change, il y a eu une dévaluation suivie d'une inflation, les taux d'intérêt étaient trop élevés. Donc l'environnement n'était pas parfaitement propice à attirer des directs étrangers. Aujourd'hui, s'il n'y aurait pas eu le Covid, nos analyses économiques disaient qu'en 2020, ça aurait été une année record en termes d'investissement privé, domestique et
étrangers en Égypte. Malheureusement, le Covid ne l'a pas permis, mais nous pensons très fortement que même récemment, avec la nouvelle baisse des taux d'intérêt que la Banque centrale a opéré, que l'année 2021, une fois que le Covid sera derrière nous, sera une très 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 bonne année en termes d'investissement étranger et domestique. Et concernant justement le taux de change, quelles sont les prévisions pour un retour de la livre égyptienne face au dollar? Vous savez, déjà, la livre égyptienne s'est beaucoup renforcée. Après la dévaluation, on avait atteint un niveau de 17,8 où on était resté plus ou moins pendant un an, en 2018. Depuis 2019, la livre égyptienne s'apprécie. Elle se renforce face au dollar. L'euro, c'est notre affaire, parce que c'est l'euro-dollar après qui va être, on va dire, le taux de change croisé. Mais si on regarde très basiquement les déterminants de l'appréciation du taux de change, aujourd'hui, on a en Égypte le taux de réserve en devises étrangères le plus élevé probablement de l'histoire. Pas seulement en termes de milliards de dollars, mais les réserves servent à garantir un certain moins d'importation. Voilà. Et une meilleure stabilité. Absolument. Donc, nous, on importe beaucoup, on paye nos dettes et tout ça. De combien de mois de réserves on dispose? C'est comme ça un peu qu'on réfléchit en économie. Et là, on a environ 10 mois, ce qui est largement supérieur au maximum de 6 mois que le FMI, par exemple. Et on a ces 10 mois en l'absence quand même du tourisme. Et le commerce international, ralentissement de la situation, on va dire, même dans le canal de Suez, même s'il reste très stable, il aurait pu être plus élevé s'il y aurait eu donc, le commerce international qui était en vogue. Donc certainement que malgré tout ça, et on est à un niveau de réserve très confortable. Alors imaginons, comme la situation va retourner, on va dire, à la normale, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport au taux de change. Au contraire, il peut continuer à s'apprécier, même si son appréciation très forte n'est pas très utile non plus. Ça voudrait dire que les marchandises égyptiennes deviennent plus chères, ce qui va peut-être diminuer la demande mondiale pour l'exportation égyptienne. Donc on ne veut pas non plus en arriver là. Donc le contrôle du taux de change est quelque chose que la Banque centrale accomplit efficacement depuis la dévaluation. Donc il n'y a pas besoin ni d'accélérer une appréciation, et on ne s'inquiète pas du tout pour une dépréciation, il n'y a pas de raison. Docteur Bassem Kamar, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On vous remercie pour ces informations, cette analyse vraiment très profonde. Et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.